Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons poursuivre cette cérémonie d'ouverture. Évidemment, nous avons eu 3 premières interventions. Je vais suggérer d'accueillir à mes côtés cette fois-ci les autres intervenants de cette cérémonie d'ouverture et je voudrais leur proposer de se joindre à moi. Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique du Royaume du Maroc, Moulay Hafid Alami. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Entrepreneuriat agricole du Gabon, Monsieur Mathieu Mbouganziengui. Monsieur le ministre, venez. Bienvenue, monsieur le ministre. Installez-vous. Je voudrais accueillir à mes côtés monsieur Tony Ilumilou, président de Hearst Holding. Thank you for being here, Mr. Ilumilou. We are very glad to have you in Morocco today. Thank you. Et nous allons accueillir le président de la Fondation Énergie pour l'Afrique, qui sillonne le continent et le monde pour partager les enjeux de notre continent, monsieur Jean-Louis Borloo. Bienvenue, monsieur Borloo, et ravi de vous avoir ici à Casablanca. Installez-vous, je vous en prie, messieurs, please, have a seat, thank you. Je vais commencer par vous, Moulay Hafid Alami. Évidemment, je voudrais vous dire à tous merci et d'être là et bienvenue à ce Forum international Afrique Développement. Je voudrais vous dire, mesdames, messieurs, qu'évidemment, ce forum est sur les réseaux sociaux et que si vous avez envie d'utiliser Twitter, c'est hashtag FIAD 2016, hashtag FIAD 2016 for Twitter. Et évidemment, n'hésitez pas à partager vos regards, vos ambitions pour le continent, vos ambitions sur ce que nous devons faire ensemble dans cette dimension sud-sud et sur les sujets pour lesquels nos différents invités interviennent. Je vais commencer par vous, monsieur le ministre. J'aimerais vous demander de continuer cette cérémonie d'ouverture et peut-être vous écouter encore une fois sur cette dimension de relations sud-sud et cette notion de l'Afrique doit croire en l'Afrique. Comme vous voulez, monsieur le ministre, vous pouvez aller au pupitre, vous restez là. Ici, on est à l'aise puisque nous sommes chez nous. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le Wali, monsieur le président de la région, mesdames et messieurs, chers amis, quel plaisir de nous retrouver à Casablanca. J'imagine que vous comprenez pourquoi. Quand on est à Rabat à 80 km, on est heureux de revenir à Casablanca et de retrouver cette énergie incroyable. Cela ne veut pas dire qu'à Rabat, il n'y a pas une énergie, mais elle est totalement différente et complémentaire. Je voudrais à mon tour vous dire bienvenue au Maroc, à tous ceux qui nous font le plaisir de venir au Maroc assister à une telle conférence. Ce rendez-vous est devenu incontournable. Le Forum international Afrique Développement est désormais un rendez-vous. Merci à Tijari Wafa Bank, merci à Maroc Export de nous faire ce plaisir maintenant. Sachez que nous nous sommes habitués. C'est une accoutumance. J'aimerais aussi dire quelques mots en effet sur la relation Sud-Sud. J'avais préparé autre chose à partager avec vous, mais cette relation me semble fondamentale et la situation économique mondiale qui a été très bien dépeinte par mes prédécesseurs crée des opportunités invraisemblables. Ces crises qui se sont succédées, ce baril de pétrole qui a changé de configuration, qui a des perspectives incertaines, crée des problèmes pour certains, des opportunités pour d'autres. Cette espèce de tectonique des plaques qui est en train de s'opérer au niveau économique, c'est Mohamed Ktani en a parlé, le rôle de la Chine, avec un changement profond. Celui que je partage totalement, c'est que la Chine, jusqu'à un passé très récent, a été l'usine du monde et a décidé, n'a rien subi, de se transformer aussi en grand consommateur mondial. Dans cette marche forcée vers la prise en main de la capacité de consommer et non plus uniquement de produire et d'exporter, eh bien la Chine a été contrainte de lâcher le pouvoir d'achat, de l'augmenter
Et il y a eu des augmentations de salaires successives. Je rappelle que le salaire minimum au niveau de la côte Est était, il n'y a pas plus tard que 5 ans, à $100 et qu'aujourd'hui, il est passé de $100 à 500, voire $700 au niveau de la côte Est. Ce qui fait que l'économie chinoise a une transformation profonde qui s'y opère. Et je vois, monsieur l'ambassadeur de Chine, nous avons échangé il y a plus de 2 ans sur cet aspect-là. Nous n'étions pas d'accord et enfin nous sommes aujourd'hui d'accord sur l'analyse. Eh bien, ce changement entraîne probablement un déplacement de l'ordre de 85 millions d'emplois de la Chine vers les pays avoisinants et ailleurs. Évidemment, un des réceptacles potentiels de ce potentiel-là et de ce partenariat avec la Chine est fortement et probablement l'Afrique. Donc, je perçois aussi un changement profond qui est la position de mes homologues africains. Là aussi, jusqu'à un passé très récent, nous étions d'extraordinaires exportateurs. Eh bien, nous sommes devenus de petits, moyens et grands intégrateurs, fabricants aussi dans nos pays et créant de la valeur ajoutée. Je perçois une volonté plus forte d'exporter moins de matières premières, mais d'exporter des produits finis. Et c'est quelque chose qui modifie complètement aussi la relation à l'international du continent africain. Vous avez parlé de l'agriculture, vous avez parlé longuement d'électrification, de l'entrepreneuriat, et dans l'entrepreneuriat, j'imagine, de l'industrie. Je ne pourrais pas être là et rater l'occasion de vous dire quelques mots sur ce secteur qui désormais me tient à cœur. Alors, un petit focus sur l'industrie, un des secteurs créateurs d'emplois, un des secteurs les plus importants à créer de l'emploi. L'un des problèmes mondiaux qui se posent aujourd'hui à nos pays, et en particulier à notre continent, c'est la création d'emplois pour notre jeunesse qui est en attente d'intégrer le monde du travail. Donc, un secteur aussi créateur de valeur ajoutée, lorsque l'on passe de l'export vers l'industrialisation. Et aussi un secteur permettant une amélioration de nos balances commerciales. Un micro-focus sur le cas du Maroc. Au Maroc, nous avons eu plusieurs plans au niveau du secteur industriel qui se sont succédés et qui ont donné des résultats assez intéressants. En effet, quand on les regarde 10 ans, 15 ans après, on perçoit des possibilités d'amélioration de certains éléments, mais lorsque l'on les met en place, évidemment, on n'est jamais sûr de ce que ça va donner. Eh bien, en regardant dans le rétroviseur, les résultats sont assez intéressants, voire impressionnants, très sincèrement. Choix de 7 métiers mondiaux, avec un début de folie, appelons les choses par leur nom. Nous avons décrété que nous allions être dans le temps des opérateurs incontournables au niveau de l'industrie automobile et de l'aéronautique, lorsque nous n'avions absolument rien sur une page blanche. Eh bien, aujourd'hui, nous avons Bombardier, 3e avionneur qui fabrique des avions au Maroc, plus de 100 équipementiers dans le monde de l'aéronautique. Au niveau de l'automobile, vous savez bien, Renault, puis Peugeot, avec plus de 250 équipementiers. On ne les compte plus aujourd'hui. Donc, ces choix ont été judicieux par mes prédécesseurs. Je voudrais ici les remercier pour ce qui a été fait et leur dire qu'ils m'ont laissé beaucoup de travail. Ce que je vais faire pour mon successeur, ne vous inquiétez pas. Et donc, à partir de là, et à partir des briques que nous avons trouvées, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire pour changer de vitesse. Eh bien, nous avons suggéré ce plan d'accélération industrielle avec les écosystèmes et des engagements. Personne ne nous avait demandé d'engagement. Et nous avons pris des engagements extrêmement forts, une création de 500 000 emplois nouveaux avec une pérennité, une contribution au PIB industriel par l'industrie à hauteur de 23%, partant de 14% en 2014, et un équilibre de la balance commerciale. Je dirais là aussi merci au baril de pétrole, mais quand même, l'export, prenons le cas de l'automobile, il est passé de pas grand-chose. Nous sommes aujourd'hui à 50 milliards de dirhams, 5 milliards d'euros d'export, et avec des perspectives en 2020 de 100 milliards d'exports, donc vraiment de retransformer la balance commerciale. Un mot, je fais un focus sur le secteur automobile. Nous sommes partis de rien. Et il y a plusieurs années, il y a eu Somaca pour faire du CKD, du montage de véhicules. Et c'est quelque chose dont je voudrais vous parler parce que l'ensemble du continent est en train d'aller dans cet axe-là. Puis est arrivé Renault, constructeur qui a créé quelques équipementiers. Puis PSA,
constructeur avec un engagement de taux d'intégration, ce que nous n'avions pas avec Renault, de 60% au début, à l'ouverture de l'usine, à 80%, ce qui a créé véritablement un changement, avec un engagement de 1500 ingénieurs en recherche et développement, construction de 200 000 moteurs, et cela a changé complètement la configuration du secteur industriel automobile marocain. Nous étions dans les 46 pays sur les 187 reconnus par l'ONU qui fabriquions de l'automobile. Nous sommes passés dans la famille des 31 pays fabricants de moteurs. Ce cycle, CKD, constructeurs, fabricants de moteurs, prend en moyenne pour les 31 pays, a pris 17 ans. Pour le Maroc, on a essayé de courir un peu plus vite. On l'a fait en 14 ans. Mais comme on dit à l'école, peut mieux faire, donc on va essayer d'être plus performant la prochaine fois. Alors, cette coopération sud-sud tant souhaitée, eh bien, nous y croyons fortement. D'abord, ce sont des instructions claires et fermes de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Nous avons des lignes directrices qui sont très claires, donc nous travaillons à livre ouvert avec l'ensemble de nos confrères. Nous avons des opérateurs marocains qui ont déjà opéré ce type de choses. Je prends le cas du secteur des centres d'appel. Les centres d'appel au Maroc ont déjà créé des filiales depuis longtemps en Afrique avec une vraie complémentarité et une compétitivité extrêmement importante. Dans ce type de relation sud-sud, il y a les vœux pieux et il y a la partie business. Eh bien, les gens ne regardent que le volet business, ne vous méprenez pas. Si les systèmes n'ont pas d'intérêt pour les opérateurs, ils ne les utiliseront pas. Le cas des centres d'appel, je prends celui-ci parce que j'ai cru le croiser dans une vie antérieure, eh bien, des opérateurs marocains ont créé des centres d'appel en Afrique subsaharienne, en Côte d'Ivoire et au Sénégal en particulier, avec une compétitivité accrue très importante. Ce que je souhaiterais lancer ici, c'est cette même intégration doit se faire au niveau de l'industrie. Par exemple, je reviens à l'industrie automobile, je ne voulais pas m'étendre encore plus, parce que je voulais prendre un seul secteur. Dans ce secteur-là, nous l'avons vécu, je vous ai dit que l'expérience a été en moyenne de 17 ans pour ce cycle. Nous pouvons accompagner un certain nombre de pays qui le souhaitent pour démarrer au niveau des CKD et arriver à des cycles encore plus importants. Ensemble, nous pouvons être plus performants. C'est mon intime conviction. Je suis à votre entière disposition et j'ai des instructions pour cela. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Et merci pour ces illustrations. Nous allons donner la parole à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Entrepreneuriat agricole, qui est en charge de la mise en œuvre du programme Graines au Gabon, Monsieur Mathieu Boumban Zengui. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État, d'être parmi nous. Merci d'avoir fait le déplacement à Casablanca au Forum international Afrique Développement. Merci beaucoup. La voix du Gabon, je vais vous la communiquer à travers cette allocution. Monsieur le Président, Directeur général, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, honorables assistances, c'est avec un très grand plaisir que j'ai accepté votre invitation à cette 4e édition du Forum Afrique Développement sous le thème Agriculture et électrification, mobiliser les énergies. Permettez-moi de vous exprimer toutes mes félicitations pour cette initiative. Avec le Forum Afrique Développement, vous voulez offrir plus de visibilité aux opérateurs africains, répertorier les projets d'investissement les plus porteurs sur le continent et susciter la réflexion et le débat sur des thématiques liées au développement du continent africain. Le thème choisi pour cette 4e édition implique la promotion de politiques agricoles permettant de sortir les pays africains de la pauvreté à travers des grands projets structurants qui concilient à la fois préoccupations économiques, sociales et environnementales pour un développement durable dans le secteur agricole.
En effet, l'agriculture et l'électrification sont considérées comme deux problématiques centrales sur la question du développement économique et social dans les pays en développement, particulièrement ceux d'Afrique subsaharienne. La promotion d'une agriculture familiale durable est fortement liée au niveau d'électrification des zones rurales en vue de stocker et conditionner les produits agricoles locaux pour la sécurité alimentaire des consommateurs. Mesdames, Messieurs, parler d'agriculture et de développement, c'est donc, au-delà des enjeux commerciaux, accepter de prendre en compte les enjeux sociaux et les enjeux éthiques de notre monde. C'est accepter de porter ce débat sur le plan de la dignité de la personne humaine et du progrès humain. Je vous rejoins donc totalement dans cette approche. Au-delà des grandes organisations internationales auxquelles je rends hommage et qui sont les lieux du débat entre États, il faut élargir le cercle de réflexion dans ce domaine particulier et vital de la production et des échanges agricoles. Mesdames et messieurs, nous devons construire une agriculture productive, compétitive et durable, qui nourrit les populations et qui procure des revenus suffisants aux producteurs, surtout aux jeunes, pour qu'ils ne soient plus attirés par le mirage de l'immigration clandestine. L'agriculture peut et doit jouer un rôle important pour arrêter ce drame humain qui nous prive d'une bonne partie de nos ressources humaines les plus entreprenantes. Pour cela, il nous faut continuer à transformer profondément notre agriculture. Nous ne devrons plus la considérer comme une activité de survie ou une activité par défaut, mais comme un secteur économique à part entière où il est possible d'investir et de rentabiliser son investissement. Il nous faut faire mieux en actionnant de nouveaux leviers, en nous appuyant sur les initiatives privées et sur les entreprises et les partenariats publics-privés. J'ai dit qu'il faut faire mieux, mais il faut aussi faire plus et mobiliser davantage de moyens. Il faut dès lors replacer l'agriculture au cœur des enjeux du développement économique de nos pays, redonner du sens aux politiques agricoles et renforcer l'aide au développement et l'appui technique partout où cela est nécessaire. L'agriculture, mesdames, messieurs, a besoin de capitaux, d'innovation technologique, d'infrastructures de stockage, d'unités de transformation et de marchés organisés et de services, notamment le crédit bail, le microcrédit. Il nous faut aussi investir dans les infrastructures de base en milieu rural pour qu'il y ait de l'eau, de l'électricité, de la santé, des routes, etc. pour réduire, voire résorber le gap et éliminer les disparités entre milieux urbains et ruraux et en termes d'accès aux services essentiels, soutenir l'organisation professionnelle des paysans, leur assurer une couverture sociale appropriée, soutenir l'organisation professionnelle des paysans, mieux former les hommes et les femmes, assurer le revêtement des agriculteurs. Mesdames, Messieurs, autant de défis à relever pour retenir les jeunes, freiner l'exode rural et booster la production agricole. C'est pourquoi le développement agricole est redevenu une priorité de la politique africaine et gabonaise. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, notre devoir est d'aider tous les agriculteurs dans tous les pays à devenir de véritables acteurs économiques et sociaux, en mesure d'assumer leurs responsabilités. Je vous encourage, lors des travaux de ces prochains jours,
à suivre cette idée, car ce n'est plus d'assistance au sens traditionnel que les pays en développement ont besoin, mais de nouveaux partenariats, notamment publics-privés, respectueux de leur capacité d'initiative, de leur identité, de leur culture et de leurs ambitions. Je voudrais ensuite saisir cette tribune pour adresser mes chaleureuses félicitations et mes remerciements à tous les organisateurs de ce forum. Je mesure à sa juste valeur la somme des efforts qu'il vous a fallu développer, mesdames, messieurs, pour réunir à Casablanca autant d'acteurs importants du monde international de la finance et des affaires. Permettez-moi aussi de saluer très chaleureusement les partenaires techniques et financiers, les hommes d'affaires d'ici et d'ailleurs, ainsi que les éminents conférenciers et panélistes qui ont répondu spontanément à l'invitation du Royaume du Maroc. En exprimant mes vœux de succès pour cette 4e édition du Forum international Afrique Développement, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames, Messieurs, en poursuivant cette cérémonie d'ouverture du Forum international Afrique Développement, notre prochain intervenant est un homme fortement engagé dans notre continent. Il nous vient du Nigeria, l'Afrique du Nord et le monde francophone gagnerait à mieux le connaître parce qu'il a un engagement extrêmement fort, en particulier à l'égard des entrepreneurs. Je voudrais vous proposer de l'accueillir comme on peut accueillir un entrepreneur réellement engagé dans ce continent et qui le voit avec beaucoup d'optimisme. Tony Elumelu, thank you for being here. You are a real role model for our continent. And thank you for your support to entrepreneurs. Let me stand on the existing courtesies and protocols that have been established. But I want to especially commend two great people. Mrs. Zara Mafiri, congratulations, and thank you for what you guys are doing here. And also Mohamed El-Katani. Thank you and congratulations. This is a great platform that you and your colleagues have created for all of us. And to those who spoke before me, the ministers, they've all been very wonderful. Thanks so much. It's a pleasure to share the podium with you all. As the chairman of United Bank for Africa Group, UBA, and the co-chair and founder of the African Energy Leaders Forum, it is a pleasure to be here with you all this morning. I want to thank the Atija Wafa, who is a great competitor in West Africa. In fact, talking about the position of the government of Morocco and the king, we feel it in West Africa. They've been quite aggressive in recent times, opening and actually helping to foster cooperation and economic integration through private sector participation. Well done. It is very fitting that you have chosen this topic because access to electricity and food security are humanitarian emergencies on our continent. 600 million people currently lack access to electricity and its accompanying benefits. And even as we gather this morning, there are countries on the continent that are battling food crisis. More than 10 million people are vulnerable to starvation due to a terrible drought that occurred this year in East Africa. Beyond these humanitarian emergencies, power and agriculture are two catalytic sectors that, if competently and successfully addressed, can propel and sustain exponential growth and the development of every single country on our continent.
If we transform the power and agriculture sectors on the continent, we will indeed have succeeded in transforming Africa. We will discuss these issues in detail during the various panels today and tomorrow. However, permit me to say a few things about this gathering. I am honored to be at this forum in Casablanca because while we are united by geography and the African Union, North Africa is increasingly being counted as part of the Middle East. So, I come here today to embrace my North African brothers and sisters as fellow Africans. Similarly, I come to embrace my Francophone brothers and sisters who are also represented here in great numbers. In order to work more collaboratively, to unlock opportunities, not only in the power and agriculture sectors, but in all areas of economic endeavor in Africa, there is a need, and an urgent one, for regional integration and cooperation and cross-border infrastructure. Intra-Africa trade represents about 3% of our total trade. In the past, we were divided by colonialism or colonial rulers. Today, our divisions are self-inflicted by trade barriers like tariffs and borders and visas. These barriers extinguish cross-border opportunities, partnership, and businesses before they are even ignited. Despite this, the spirit of commerce and entrepreneurship can and is overcoming these barriers. I am the chairman of United Bank of Africa Group, as I said before, which through willpower and an unrelenting vision of Pan-Africanism that was spoken about recently, provides financial services to over 8 million customers in 19 African countries. We are also a top lender to operators in the power and agriculture sectors. And similarly, our host today, the Attijari Wafa Bank, is providing similar services in over a dozen African countries. Another great story is that the MTN, the South African telecoms giant that connects millions of Africans in 17 countries through telephony, is playing its own role as a private sector organization to help to integrate Africa. In fact, by 2013, intra-African investments, which were almost negligible in 1990, had overtaken overseas development assistance and foreign development assistance, which stood at about 56 billion and 7 billion respectively. So this is a new development across the continent. This is a development that the private sector, to a large extent, is driving across the continent. And this is one of the ways we need to integrate Africa in the 21st century, as was mentioned. My point is simple. We have common challenges in Africa. We need investment. We need development in Africa. So the private sector has a role to play and has demonstrated that it has the capacity to and can overcome the trade barriers and challenges we face. This is what I and others have been preaching for the last several years, that the private sector must acknowledge and embrace its role in the development of our continent and must work together in shared purpose. And that is why, even though I have or had some other engagements in West Africa today, I decided that I need to be here to encourage this kind of initiative, a forward-looking initiative that brings all of us together, because we need this level of private sector cooperation and engagement to move the needle of development in Africa. I call this Afri-capitalism. Afri-capitalism is an economic philosophy that advocates long-term investments in strategic sectors that deliver economic and social dividends. So where some see only problems or challenges in Africa, I see opportunities in providing solutions to such challenges, and this should be the mindset. So the African Development Forum is not only about business,
to me, is about African unity. African unity should be much more than a routine gathering of political leaders and bureaucrats. African unity should be about shared challenges and experiences, shared ideas and goals, and bonds of blood and trade. By acknowledging common problems and working together to solve them, we can only grow closer. And as we grow closer, we will also address the self-inflicted wounds caused by our trade barriers. This is also why I've taken a business approach to my personal philanthropy as well. And that is why last year we launched the Tony Elumelu Entrepreneurship Program with the sum of $100 million to identify, train, mentor, and seed 10,000 businesses over the next 10 years towards the economic transformation of our continent. Through this program, we seek to institutionalize and democratize luck so that any African entrepreneur with a great idea and a drive to succeed has that golden chance and opportunity. A key pillar of the program that is so important to me is that it is open to everyone and anyone across Africa, regardless of your age, nationality, gender, or religious affiliation. The first class of 1,000 Tony Elumelu entrepreneurs who were selected purely on the merits of their business idea represented 51 African countries. They completed their training, came to Lagos for a 3-day boot camp, a 12-week training, came to Lagos for a 3-day boot program to meet and bond with each other and receive their seed capital last October. I'm proud to tell you that among them were 4 Moroccan entrepreneurs and some others from some other North African countries. But an Egyptian who was at the boot camp stood up and told us that as an Arab, he felt defined as a Middle Easterner all his life, but always had a deep yearning to connect and identify with his African brothers and sisters, and that the Tony Elumelu Entrepreneur Program provided that opportunity for him to achieve this. This is one way the private sector can help, like it's been done by Atijarifawa Bank. And Tip finally made that dream, according to him, come true. Because of this young entrepreneur, I now dream and strive to double application from North African countries every year of the program. We have strong representation from the Francophone and Lusophone countries, but we are working to get even more. So the program, the application for the second cohort is ending next week. I want to use this forum to say, tell your friends, your siblings, whoever is interested to apply. And most in particular, we want to have more females. Last year, we had 30% female representation. This time, we want to have at least 50-50, 500 women, 500 men. That is the target. So the women in this hall, go help with this. These entrepreneurs are not only providing moral support to each other, they are now part of an ecosystem that enables them to help each other hone their business ideas and solve societal problems. And amazingly, also collaborate in the business across multiple borders. And these entrepreneurs, as they shake hands and share their ideas, network, and individually make deals, they are manifesting regional trade and integration in an organic and authentic way, in a truly African way that will deliver both economic and development dividends in our continent. In concluding, I'd like to say that I have always considered myself a Pan-Africanist. I believe in Africa, and I believe in the power of entrepreneurship to deliver the future we all want for our continent, a future of stability and prosperity, a future with sustainable energy and food for all. And that is why the theme of this session is so important. With improved access to energy,
you create jobs, you industrialize massively, and with food, agriculture, and food security, you deal with the issue of food security, issue of hunger and starvation. But most importantly, we know that agriculture engages over 67% of our population in Africa. So you create full employment. This is welcome. We appreciate this, and we hope that when we assemble next year, there'll be so much in concrete terms to show for what has been discussed at this forum. Thank you very much.